Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 4e conférence 100% numérique. Vous l'aurez compris, le contexte sanitaire ne nous permet toujours pas de réunir les adhérents et les sympathisants de la Société samoane d'histoire. Toutefois, grâce aux équipes du Cresco, nous pouvons réaliser cette conférence numérique et pour cela je les remercie. La conférence que vous allez voir s'intitule « Sculpteur sous Louis XIV » et sera présentée par Éric Parmentier. Éric est historien de l'art, diplômé de l'école du Louvre et chargé de cours. Il a créé il y a quelques années une société qui s'appelle Je veux voir. Le site internet va s'afficher ci-dessous. Et au fil en fait, des activités de cette structure, il vous propose des initiations à l'histoire de l'art, des conférences et également un certain nombre de formations dans le cadre des saisons culturelles, que ce soit à Saint-Mandé ou dans d'autres collectivités. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir vous parler aujourd'hui de la sculpture sous Louis XIV, thème très foisonnant, très vaste évidemment, mais en tout cas dans le temps qui nous est imparti, j'aimerais vous dresser un panorama le plus général, le plus synthétique possible de la statuaire à l'époque Louis XIVienne, et j'ai organisé cette intervention en 3 temps. Je vais vous proposer d'abord un aperçu des grandes personnalités du règne qui ont œuvré au service du roi. Je vous parlerai ensuite des différents programmes sculptés qui ont été commandés pour les jardins de Versailles. Et puis, dans un dernier temps, plus brièvement, j'évoquerai le renouveau de la sculpture dans les dernières années du règne. Quelques petits mots d'introduction d'abord, pour redonner peut-être quelques dates, quelques repères sur le règne de Louis XIV. Louis XIV que vous voyez à l'écran, sculpté dans le marbre par Bernin, le grand sculpteur italien, lors de son séjour à Paris en 1665. Bernin avait été appelé à la cour de France dans le cadre d'une consultation d'un projet architectural qui était la façade orientale du palais du Louvre. Et lors de son séjour, Bernin en a profité pour sculpter ce portrait en buste qui est conservé aujourd'hui à Versailles. Et il faut rappeler que Bernin incarne complètement cette tendance baroque qui s'est répandue à Rome, en Italie, et qui se caractérise par sa fougue, par son dynamisme, par ses effets de mise en scène, et puis par ce traitement très plastique des drapés. J'évoque Bernin parce que son influence elle est importante sur la sculpture européenne, et en particulier sur la sculpture française. On aura l'occasion d'en reparler. Le jeune Louis XIV prend donc les rênes du pouvoir en 1661, à la mort de Mazarin. Et avec Louis XIV, ce qu'on peut dire, c'est que la monarchie française va jouer un rôle très important dans le domaine des arts. Une monarchie qui est par ailleurs renforcée, centralisée, réformée, sous l'impulsion d'un personnage clé qu'on peut évoquer quand même, puisque c'est Colbert. Colbert qui va endosser des fonctions très prestigieuses, surintendant des finances, mais surtout à partir de 1664, en tout cas pour ce qui nous intéresse, il devient surintendant et ordonnateur général des bâtiments, arts, tapisseries et manufactures de France, ce qu'on résume le plus souvent par surintendant des bâtiments. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il exerce une influence très importante sur l'art de son temps, dans la mesure où l'administration des bâtiments est l'organe qui régit l'activité artistique sous Louis XIV. En ce domaine, plusieurs grandes mesures, plusieurs grandes créations vont contribuer à faire de l'art l'un des instruments privilégiés du pouvoir monarchique. On peut évoquer la création de l'Académie, l'Académie royale de peinture et de sculpture, parmi les autres académies. Cette académie est chargée de la régulation, de l'enseignement aussi, de l'activité artistique. Il faut rappeler qu'elle est fondée en 1648, sous la régence d'Anne d'Autriche et sous l'impulsion de Mazarin aussi. Et l'idée était principalement de soustraire les artistes du système, de l'ancien système des corporations marchandes qui avait un petit peu la mainmise
sur l'activité artistique. Cette académie, elle va être réformée en 1663 par Colbert. Colbert en devient le protecteur et surtout il va placer cette institution dans la mouvance du pouvoir royal. Il en fait un lieu d'excellence avec un rôle doctrinal qui sera pleinement réaffirmé. Dans le même ordre d'idées, citons la création en 1666 de l'Académie de France à Rome. Cette académie qui va permettre aux jeunes artistes, aux jeunes sculpteurs, lauréats de concours, de parfaire leur formation à Rome et donc d'être au contact des œuvres antiques, des œuvres des maîtres de la Renaissance et puis des artistes italiens contemporains comme Bernin justement. À la création de ces académies, il faut ajouter aussi la création des grandes manufactures d'État, les Gobelins, la savonnerie, qui vont réunir tout un savoir-faire technique dans les différents métiers d'art, que ce soit la tapisserie, le mobilier, la marqueterie de pierre dure et bien d'autres domaines. Ces manufactures vont produire des pièces tout à fait luxueuses à destination du roi et de la cour. Et puis, dernier point, mentionnons évidemment le lancement des grands chantiers royaux. On peut citer notamment le Palais du Louvre, enfin le Palais du Louvre qui existe déjà bien sûr, mais qui continue d'être aménagé sous le règne de Louis XIV, le château de Versailles, le complexe des Invalides ou encore le château de Marly. Autant de chantiers qui vont mobiliser le talent des artistes, le savoir-faire des sculpteurs et qui vont faire de Paris, on peut le dire, le nouveau centre de gravité de l'art occidental. Alors, qu'en est-il des sculpteurs, de la sculpture à proprement parler ? Ce qu'on peut dire peut-être dans un premier temps, c'est que la sculpture française connaît au milieu du XVIIe siècle un certain renouveau, un épanouissement, donc à la fin du règne de Louis XIII et puis sous la régence d'Anne d'Autriche, avec des artistes qui se sont formés en Italie, avec des artistes qui ont médité donc, les modèles antiques, avec ce sens de la mesure, ce sens de l'harmonie des proportions, l'harmonie des drapés, des artistes qui ont acquis aussi le sens de la forme ample, de la forme dynamique, qui ont acquis ce sens de la scénographie propre à la sensibilité romaine contemporaine. Ce sont des artistes qui vont former justement toute la génération des sculpteurs versaillais, dont on va parler ensuite. Et parmi ces pères du classicisme français en sculpture, on peut citer notamment Jacques Sarrazin, qui a été l'un des fondateurs de l'Académie royale de peinture et de sculpture. On peut citer aussi Philippe de Buystère, on peut citer également les deux frères Anguier, François Anguier, Michel Anguier. Michel Anguier, dont on peut dire un petit mot, c'est quelqu'un qui a participé à un certain nombre de chantiers royaux. Il a participé notamment au décor sculpté des appartements d'Anne d'Autriche, qu'on peut toujours voir aujourd'hui au Louvre, puisque ce sont ces anciens appartements qui accueillent aujourd'hui les collections antiques romaines, avec ces très beaux plafonds à l'italienne, ornés de fresques et de stucs, justement, dus à Michel Anguier. Vous le savez sans doute, Michel Anguier est aussi lié à Nicolas Fouquet et lié à ces deux domaines de Saint-Mandé, de Vaux-le-Vicomte, pour lesquels il a travaillé. Je voulais attirer votre attention notamment sur la série des dieux et des déesses que Anguier réalise à son retour de Rome en 1652. On sait qu'Anguier a façonné des modèles en terre de plusieurs divinités olympiennes qui incarnaient chacune un tempérament humain. Donc vous avez Amphitrite, Jupiter, Junon, Neptune, Pluton, Cérès et d'autres. Et il façonne ces modèles avec l'intention de les commercialiser et puis d'utiliser ces compositions dans d'autres matériaux. Et en premier lieu, le bronze. Et je vous montre trois exemplaires, trois statuettes en bronze qui appartiennent à cette série.
Les trois statuettes que vous avez sous les yeux ont toutes appartenu à André Le Nôtre, le jardinier, qui en a fait don au roi Louis XIV en 1693. Et ces trois petites sculptures sont aujourd'hui conservées au Louvre. Ces compositions de dieux, de déesses, on le sait, ont été réemployées par la suite. En 1654, Nicolas Fouquet commande à Michel Anguier toute une série de statues en pierre, cette fois grandeur nature, pour sa galerie du château de Saint-Mandé. Je vous montre notamment l'amphitrite qui faisait partie de cette commande et qui se trouve aujourd'hui dans les collections d'un musée américain. Fouquet en a commandé aussi une série pour son domaine de Vaux-le-Vicomte, pour les jardins, sculptures qui n'ont pas été livrées puisque on sait qu'au moment de la disgrâce de Fouquet en 61, les sculptures n'étaient pas achevées et donc a fortiori elles n'ont pas été installées. Et puis à la toute fin du parcours de Michel Anguier, certaines de ses compositions lui ont été commandées pour les jardins de Versailles. Je vous montre également l'amphitrite en marbre cette fois, qui était destiné au bosquet de la Renommée, donc dans les jardins de Versailles. Toutes ces créations illustrent en tout cas assez bien cet art français classique, équilibré, mesuré, qui est assez représentatif de la sculpture du grand siècle. On évoquait il y a un instant le château de Vaux-le-Vicomte de Fouquet. Vous savez certainement que Vaux-le-Vicomte préfigure d'une certaine manière le château de Versailles, dans la mesure où Louis XIV va faire appel au même créateur, Le Vau pour l'architecture, Le Nôtre pour les jardins et Charles Lebrun pour les décors. Charles Lebrun qui, après l'arrestation de Fouquet, va se mettre au service du roi. Et je voudrais un tout petit peu parler de Lebrun, puisque c'est vraiment l'artiste, l'un des artistes essentiels dans le début du règne de Louis XIV. Lebrun va avoir une carrière officielle extrêmement prestigieuse, jalonnée de tout un tas de titres. Il faut savoir qu'il devient premier peintre du roi en 1664. Colbert le nomme directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Il est nommé également directeur des manufactures, des Gobelins, de la savonnerie. Et donc Lebrun devient tout naturellement le grand ordonnateur des arts sous Louis XIV, au moins jusqu'à la mort de Colbert en 1683. C'est-à-dire que c'est Lebrun qui va diriger la plupart des chantiers royaux, c'est lui qui distribue les tâches, c'est lui qui fournit des modèles, des dessins pour les sculpteurs qui vont donc modeler d'une certaine façon les idées de Lebrun, même si on pourra un tout petit peu nuancer cela, j'y reviendrai dans un instant. Parmi les grands chantiers dont va s'occuper Lebrun, on peut citer notamment le décor de la galerie d'Apollon, galerie du palais du Louvre. La décoration de cette galerie est confiée donc à Charles Lebrun. Les sculptures en stuc sont signées François Girardon et Thomas Regnaudin, qui travailleront ensuite à Versailles. Et on peut noter que dans les décors de cette galerie du Louvre, on commence à voir tout un répertoire de symboles, de références liées au soleil, liées au mythe d'Apollon, et ce sont des références évidemment très importantes qu'on va retrouver ensuite à Versailles. Sous Louis XIV, les commandes sculptées vont abonder. Évidemment, je n'ai absolument pas le temps de parler de tous les domaines. On pourrait évoquer la sculpture funéraire, on pourrait évoquer les décors sculptés liés à l'architecture. Je vais plutôt évoquer le domaine de la sculpture de plein air, qu'il s'agisse des décors de jardin ou bien des monuments érigés sur les places des grandes villes du royaume. Et je voudrais évoquer plus particulièrement les deux grandes places royales parisiennes que l'architecte Jules Hardouin-Mansart a conçues sous Louis XIV. Ce sont deux grandes opérations d'urbanisme.
La première, il s'agit de la place des Victoires, qui est une initiative privée. C'est une place qui est imaginée, financée par le maréchal de la Feuillade, maréchal de France, qui souhaitait à ce moment-là commémorer la victoire de la France, la paix de Nimègue en 1678, paix de Nimègue qui mettait fin à la guerre de Hollande. On est vraiment dans un moment d'apogée du règne de Louis XIV. Et au centre de cette place royale, eh bien, trônait une statue du roi, car il ne faut jamais oublier que ces places sont des espaces de représentation monarchique, qui sont voués au culte du souverain. Ce monument était constitué d'une statue, une statue en bronze doré, élevée sur un piédestal. Le roi y était représenté en pied, debout, couronné par une victoire. Et ce monument a été confié à un grand sculpteur de l'époque qui s'appelle Martin Desjardins. Le monument a été inauguré en 1686. Alors la statue, comme beaucoup de monuments royaux, la statue a été fondue à la Révolution. En revanche, ont été conservés certains éléments qui faisaient partie du socle de ce monument, des bas-reliefs notamment, et surtout les 4 captifs en bronze qui sont aujourd'hui au Louvre et que vous apercevez. Ces 4 captifs, alors ça c'est un thème qu'on trouvait beaucoup dans l'art antique romain, qu'on trouve sur les monuments triomphaux. Ce sont 4 captifs qui symbolisent traditionnellement les puissances vaincues, et en l'occurrence les 4 nations vaincues par la France, c'est-à-dire l'Espagne, l'Empire, le Brandenbourg et la Hollande. Et on voit très bien que Desjardins en a fait des sculptures d'ailleurs très, très dynamiques, très amples, et qu'il a été extrêmement attentif à l'individualisation de chacune de ces figures et à l'expression des sentiments. L'autre grande place, conçue par Hardouin-Mansart, place que vous connaissez bien sûr, c'est la place des Conquêtes, place également appelée Louis le Grand, qui est notre place Vendôme actuelle. Alors cette fois, il s'agit au départ d'une commande royale initiée par Louvois, qui avait décidé, Louis XIV, d'entreprendre ce chantier et d'acheter donc les terrains nécessaires. Il se trouve que le projet, sans rentrer dans les détails, mais le projet a subi les aléas de la guerre. Il se trouve que les financements ont manqué pour achever ce chantier. Et donc le roi a dû céder l'ensemble de ces terrains à la ville de Paris, qui a achevé la construction des façades en conformité avec l'ordonnance prévue par Hardouin-Mansart, mais la ville de Paris a fait lotir et a vendu tous ces terrains, ce qui fait que on a eu beaucoup d'hôtels particuliers derrière l'uniformité de toutes ces façades. Comme pour la place des Victoires, on a érigé une statue royale en son centre, et celle-ci a été confiée à un sculpteur encore plus prestigieux que Martin Desjardins, puisqu'il s'agit de François Girardon, qui a conçu pour cette place une statue équestre en bronze. Statue, vous le voyez, directement inspirée de celle des empereurs romains antiques. C'est une statue qui constituait un véritable tour de force sur le plan technique. C'est une statue en bronze, je l'ai dit, qui mesurait à peu près 7 mètres de haut, qui a nécessité pas moins de 80 000 litres de bronze, et ce qui était tout à fait exceptionnel. En plus, la fonte a été organisée en un seul jet, une seule coulée, ce qui était assez exceptionnel sur le plan technique. Il faut préciser que Girardon est un très grand sculpteur, c'est un technicien aussi exceptionnel qui a supervisé cette fonte réalisée par Jean-Balthazar Keller. Et vous avez ici une petite peinture qui nous montre justement le transport de cette statue d'origine sur son piédestal. Alors là encore,
la sculpture d'origine a été fondue à la période révolutionnaire. Elle a été remplacée ensuite par la colonne que vous connaissez, la fameuse colonne à la gloire de Napoléon et de sa grande armée. Par chance, plusieurs réductions en bronze ont été réalisées à l'initiative de Girardon lui-même, dont celle qui est conservée au Louvre et que vous avez sous les yeux. Réduction qui est signée par l'artiste lui-même, magnifiquement ciselée, magnifiquement patinée. Et vous voyez que c'est une effigie qui en impose par son autorité souveraine, par sa majesté. C'est vraiment une sculpture digne des grands modèles antiques. D'ailleurs, le roi lui-même était habillé à la manière d'un empereur romain. Girardon, c'est vraiment l'un des grands artistes du règne, il faut le dire et le redire. Ce sera l'un des chefs de file de la sculpture versaillaise. Et à ses côtés, on peut citer un autre sculpteur, sculpteur de premier ordre, c'est Antoine Coisevaux. Alors Coisevaux, lui, n'est pas allé en Italie, mais il est néanmoins touché par la sensibilité romaine moderne, en particulier par cette recherche de dynamisme, cette recherche d'exaltation dans les formes. C'est un artiste qui a participé au grand chantier du règne, qui va devenir même directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture dans les toutes premières années du XVIIIe siècle. Fait assez rare pour être souligné, puisque la plupart du temps, la charge de directeur était confiée à des peintres. Vous avez un premier exemple ici sous les yeux de l'art de Coisevaux, de l'art virtuose de Coisevaux dans ce médaillon en stuc, ce relief donc, qui appartient au décor du Salon de la Guerre à Versailles. Projet vraisemblablement inspiré d'un dessin de Charles Le Brun. Le médaillon représente le roi Louis XIV à cheval, foulant des ennemis à terre et couronné, là encore, par une allégorie de la victoire. On doit à Antoine Coisevaux de très nombreux portraits. Il faut dire que le domaine du portrait est un domaine qui permet aux sculpteurs d'échapper un petit peu à l'emprise de Lebrun. Et c'est un domaine dans lequel Antoine Coisevaux a particulièrement excellé, en sachant combiner, je dirais, à la fois l'exigence de vérité physionomique, psychologique, et l'exigence d'idéalisation du modèle. J'ai choisi de vous montrer notamment le buste du Grand Condé, cousin du roi. Le buste est aujourd'hui conservé au Louvre, il est en bronze, et on voit très bien dans ce buste que Coisevaux a su souligner l'importance, le rang du modèle, qui est héroïsé par cette cuirasse à l'antique très ornée. On voit aussi qu'il a réussi à faire ressortir la personnalité du modèle, son énergie, notamment par ce visage très expressif, par ce regard assez déterminé, ce regard perçant, et puis aussi par le mouvement qu'il a su donner à l'effigie. On voit que la tête est légèrement désaxée par rapport au torse. Et ce qu'on peut en tout cas dire, c'est que les œuvres de Coisevaux vont marquer incontestablement une inflexion baroque dans l'art de cour et dans la sculpture Louis XIVienne. On le vérifie très bien dans les deux groupes équestres qu'il a réalisés pour les jardins de Marly. Là, nous sommes au tournant du siècle. Deux groupes qui ornaient le bassin de l'Abreuvoir et qui ont été ensuite déplacés aux Tuileries et qui sont aujourd'hui conservés au musée du Louvre. Il s'agit des deux grands groupes de la renommée du roi. Vous avez donc la renommée elle-même et Mercure monté sur le cheval Pégase, cheval caracolant, dressé sur un magnifique trophée d'armes. Ce sont vraiment de très belles démonstrations de virtuosité de la part de Coisevaux,
qui a sculpté d'ailleurs ces deux groupes dans deux blocs monolithes, deux blocs compacts en marbre de Carrare, et Coisevaux a su dégager toutes les parties en saillie à partir donc de ces blocs monolithes, ce qui est un tour de force évidemment. Et vous voyez aussi que à travers ces deux groupes, il prend le contre-pied de la statue équestre de Gérardon que nous avons vue précédemment, pour se situer, lui, plutôt dans la veine des œuvres du Bernin, c'est-à-dire des œuvres beaucoup plus fougueuses, beaucoup plus lyriques, construites sur des axes dynamiques, construites sur des diagonales puissantes, des œuvres, autrement dit, tout à fait baroques. Dans cette même veine, on peut évoquer aussi un autre sculpteur assez atypique, assez indépendant, c'est Pierre Puget. Puget est d'origine marseillaise. Alors lui n'appartient pas tout à fait à ce réseau des sculpteurs de l'Académie parisienne. Puget s'est formé longuement en Italie. Il a travaillé aussi pour Fouquet à Vaux-le-Vicomte. Et on lui doit la réalisation de plusieurs grands marbres pour Versailles. Je voudrais notamment évoquer cette sculpture qui est sans doute son chef-d'œuvre, qui est le Milon de Crotone. Milon de Crotone, alors c'est un sujet qui avait été rarement traité en sculpture. C'est un sujet qui est emprunté à la littérature antique. Qui est Milon? Milon est un athlète qui a été honoré notamment lors des Jeux olympiques. Il est originaire de la ville de Crotone. Et c'est quelqu'un qui est très admiré pour sa force à la fois physique et pour sa force, pour sa sagesse. Et un jour, alors qu'il est déjà un petit peu vieillissant, il décide de mettre à l'épreuve sa force physique en fendant de sa main un tronc d'arbre déjà entrouvert, sauf que malheureusement sa main va rester coincée dans le tronc et que le malheureux Milon ne pourra pas se défendre au moment où il est attaqué et dévoré par des fauves. Bon, c'est un thème qui évidemment invite à méditer sur l'orgueil, sur la vanité humaine dont est victime Milon. En tout cas, la sculpture de Puget est d'une puissance expressive, d'une puissance formelle tout à fait exceptionnelle, avec ce corps tendu, ce corps arc-bouté, déformé par la douleur, avec en plus des vides savamment orchestrés par Puget. Puget parvient, comme savait le faire Bernin d'ailleurs, Puget parvient à restituer les différentes matières dans le marbre. Il arrive à faire dialoguer ces différentes matières entre elles, à la fois le poli des carnations, poli très, très lisse, à la fois la matière du tronc, le tronc d'arbre qui est strié à la pointe, et puis le pelage de l'animal, le pelage du lion ici beaucoup plus rugueux, qui a été obtenu notamment au burin. Et comme tous les grands génies de la sculpture, Puget sait merveilleusement animer la surface du marbre. Vous le voyez dans ce détail en particulier. Puget a réussi à rendre la vision des muscles contractés du personnage, à rendre à la fois les veines saillantes sous la peau et puis même l'impression de la chair frémissante, ici qui se contracte sous la douleur absolument innommable. Donc c'est une œuvre très forte, c'est une œuvre très théâtrale, je dirais aussi, c'est une œuvre tourmentée qui sans doute détonnait un petit peu dans l'ambiance versaillaise, mais une œuvre en tout cas qui a été admirée et appréciée par le roi. Je voudrais évoquer à présent les différents programmes qui ont été commandés pour le parc de Versailles, qui compte plus de 800 sculptures en marbre, en bronze, en plomb doré, ce qui est assez exceptionnel pour l'époque, il faut le souligner. Et ça montre
très bien que ça montre le rôle nouveau que Louis XIV, qu'André Le Nôtre ont fait jouer à la sculpture dans le décor de ces jardins, dans la composition de ces jardins, ces fameux jardins à la française. Il faut dire que pendant longtemps, la sculpture avait été associée le plus souvent uniquement aux fontaines. L'utilisation de la sculpture en tant que sculpture disposée de façon autonome dans les jardins, c'est quelque chose qui commence à apparaître seulement au milieu du XVIe siècle. On en a des exemples notamment à Fontainebleau et ailleurs, mais ça reste plutôt ponctuel, ça reste plutôt limité. Et en la matière, il faut noter quand même que le domaine de Fouquet à Vaux-le-Vicomte marque un jalon, puisqu'on sait que plus d'une centaine de sculptures avaient été projetées pour le parc de Vaux-le-Vicomte. Mais c'est véritablement à Versailles que ce rôle nouveau de la sculpture va se concrétiser et va trouver son plein aboutissement jusqu'à devenir un modèle pour l'Europe entière. Les sculptures décorent aussi bien les allées, les bosquets, les fontaines des jardins de Versailles. Elles ont été réalisées par les plus grands artistes du règne et elles sont là pour manifester la puissance royale. Les programmes iconographiques versaillais ont été définis, élaborés entre plusieurs grandes personnalités. Vous avez bien sûr le roi lui-même, qui est le donneur d'ordre, le roi qui se fait soumettre les différents projets. Vous avez le surintendant des bâtiments, vous avez le premier architecte du roi aussi, Levau, et puis ensuite Hardouin-Mansart. Vous avez le jardinier, qui a un rôle aussi très important dans l'aménagement et la composition de ces jardins, André Le Nôtre. Le premier peintre, Charles Lebrun, qui donne des modèles et des dessins pour les statues, pour les fontaines. Et puis, vous avez donc tous ces sculpteurs qui vont avoir une marge de liberté plus ou moins grande selon les cas et selon les périodes. Les toutes premières commandes de sculpture au début des années 1660 vont célébrer principalement l'amour, la galanterie, avec des sculptures de nymphes, de danseuses. Mais très vite, c'est le thème apollinien qui va être retenu et qui va corréler à la fois l'organisation et la décoration des espaces intérieurs du château et les espaces extérieurs. Vous le savez, Louis XIV s'est choisi le soleil comme emblème, comme symbole, et le soleil qui est associé à l'image du dieu Apollon. Apollon, c'est l'ordonnateur du monde, c'est le dieu qui prodigue ses bienfaits aux quatre coins de la terre. Et on va retrouver naturellement dans les jardins cette symbolique. Les jardins ont d'ailleurs été agencés selon un axe principal, un axe est-ouest, matérialisé notamment par le Grand Canal, par les bassins, par les parterres. Et Apollon nous est présenté à différents moments de son cycle cosmique. Son enfance est évoquée dans le bassin de Latone que vous apercevez ici. Alors Latone, c'est la mère d'Apollon, qui est représentée au centre du bassin avec ses deux enfants, Apollon et Diane, dans une sculpture en marbre des frères Marcy. Alors le bassin, la mise en page du bassin a été réorganisée par Hardouin-Mansart un petit peu après sa création. L'iconographie s'inspire d'un épisode des Métamorphoses d'Ovide qui raconte comment Jupiter, le roi des dieux et le père des enfants d'ailleurs, comment Jupiter avait puni les paysans de Lycie qui avaient osé offenser Latone et ses enfants, et Jupiter les a transformés en grenouilles, en lézards, et donc on voit comme ça tous ces personnages de paysans transformés qui sont disposés tout autour du terre-plein central, autour de la déesse.
Et on perçoit aussi très bien cette opposition entre le marbre blanc, qui symbolise la beauté, la pureté, la civilisation, hein, et toutes ces créatures en plomb doré, qui incarnent plutôt les forces du chaos, hein, les forces du désordre en tout cas. Il faut préciser que les marbres d'origine ont à Versailles été mis à l'abri et ils sont remplacés aujourd'hui par des copies en résine. Toujours dans cet axe, hein, cet axe principal, cet axe est-ouest, cette fois à l'extrémité de l'allée royale, on trouve le bassin d'Apollon, et en son centre, un groupe sculpté par Jean-Baptiste Tuby, qui nous présente Apollon sur son char, Apollon sortant de l'obscurité de la nuit, hein, sortant des eaux, qui s'apprête à s'élancer vers le ciel et à amorcer sa course quotidienne. Toutes ces œuvres, on peut le préciser, toutes ces œuvres ornées, destinées à ces fontaines, destinées à ces bassins, ces bosquets, ont été réalisées par des sculpteurs, souvent un tout petit peu moins connus, mais qui étaient quand même très importants à l'époque, que ce soit les frères Marcy, que ce soit Jean-Baptiste Tuby. On pourrait citer aussi des artistes comme Le Hongre, comme Gilles Guérin. Des artistes qui ont souvent été un petit peu, qui sont restés un petit peu dans l'ombre, soit du premier peintre, Charles Lebrun, ou qui sont restés dans l'ombre de sculpteurs plus renommés comme Girardon, comme Coisevaux. Puisqu'on parle de Girardon, je voudrais évoquer aussi cette œuvre splendide, une œuvre qui avait été exécutée au départ pour la grotte de Thétis, une grotte artificielle qui a été détruite dans les années 1680, une grotte qui se trouve à l'emplacement actuel de la chapelle royale de Versailles. Et les sculptures qui se trouvaient dans cette grotte ont été ensuite déplacées à plusieurs reprises dans les jardins, avant d'être installées et disposées de manière définitive à la fin du XVIIIe siècle dans le bosquet des Bains, que vous apercevez ici sur cette image. Alors là, on retrouve toujours cette image du dieu, hein, le dieu solaire, Apollon, mais cette fois, après sa course, hein, après sa course journalière, au moment de son repos, on a aux extrémités deux groupes qui représentent les chevaux d'Apollon, les chevaux du dieu qui sont en train d'être soignés, brossés. Hein. Ces deux groupes aux deux extrémités sont signés Gilles Guérin et les frères Marcy. Et au centre, c'est surtout sur cette œuvre que je voulais attirer votre attention. Le groupe principal, lui, est réalisé par François Girardon et son collaborateur Thomas Regnaudin. Et c'est un modèle d'équilibre, un modèle de sérénité classique. Apollon est au centre, impassible, à l'image comme ça d'un dieu, le dieu souverain qu'il est. Hein. C'est une œuvre très inspirée de l'Antiquité, une œuvre très inspirée notamment de l'Apollon du Belvédère. Et on voit Apollon en train d'être délacé par les nymphes qui s'affairent autour de lui, comme ça, dans une sorte de ronde, de chorégraphie, de séquence gestuelle extrêmement gracieuse, extrêmement bien organisée. Une fois encore, l'allusion au roi est assez évidente ici. Hein. Il s'agit de représenter derrière Apollon l'image du roi Louis XIV, hein, qui, après sa longue journée de travail au service du royaume, est en train d'être délassé, est en train de se dédier au divertissement. On quitte Apollon, mais on va rester quand même dans les symboles mythologiques avec cette sculpture du bosquet de Lancelade, qui est exécutée par Gaspard Marcy. Fontaine, ici, qui évoque le combat mythologique entre les géants et les dieux de l'Olympe, les géants qui avaient été punis par les dieux de l'Olympe, hein, pour avoir voulu escalader le mont Olympe et avoir voulu détrôner les dieux. Et
l'un de ces géants, Encelade, qui est représenté ici, eh bien, a été enseveli par Jupiter sous les rochers de l'Etna. C'est donc lui qui a été représenté ici par Gaspard Marcy, en train d'agoniser. Évidemment, la métaphore, là encore, est belle, hein, puisqu'il faut y voir certainement les effets, les conséquences de l'autorité royale en action. Hein. Cette sculpture sonne un petit peu comme un avertissement de Louis XIV à l'égard de ses sujets. N'oublions pas que Louis XIV avait subi pendant son enfance les affres de la Fronde. Arrive en 1674 ce qu'on appelle la Grande Commande, qui va marquer le triomphe du marbre et de l'allégorie dans les jardins de Versailles, toujours dans cette perspective du roi soleil, toujours dans cette perspective de ce symbolisme cosmique. Vont être commandées 24 statues par groupe de 4 qui représentent les 4 saisons, les 4 éléments, les 4 heures du jour, les 4 parties du monde, les 4 tempéraments de l'homme, donc tout ce qui est sous l'égide finalement du dieu solaire, le dieu Apollon qui est garant de l'ordre du monde. Je vous montre notamment le dessin de Lebrun, puisque Lebrun, nous sommes encore à une époque où c'est Lebrun qui définit l'iconographie de tous ces cycles sculptés. C'est Lebrun qui en donne l'unité stylistique. Et vous avez ici un dessin qui représente les 4 saisons. Et le printemps a été notamment sculpté par Laurent Magnier, l'automne par Thomas Regnaudin, et l'hiver a été sculpté par François Girardon. Et je voudrais m'arrêter un tout petit instant sur cette sculpture. C'est intéressant de comparer justement l'œuvre finale avec le dessin premier de Charles Lebrun, pour voir un petit peu la liberté qui était malgré tout accordée aux artistes. Dans le cas de l'hiver, on voit très bien comment Girardon a infléchi le dessin de Lebrun, qui est un peu plus conventionnel. Girardon l'a dramatisé, il en a fait un vieillard comme ça un peu recroquevillé sur lui-même, un vieillard qui lutte tragiquement contre le froid, contre la mort. On voit que la sculpture de Girardon est un peu plus fouillée, on le voit aussi dans la description du visage qui est un peu plus dramatique, on le voit aussi à la plasticité du drapé qui est un peu plus importante, et puis on voit que la composition diffère légèrement. La verticalité du corps qui est présente dans le dessin de Lebrun est largement contredite dans la sculpture par le basculement de l'épaule droite et puis par cette diagonale que trace la jambe gauche et qui organise désormais la sculpture. Donc on a une statue qui est dynamisée, qui est dramatisée, qui est aussi plus expressive, et ça, on le doit bel et bien à l'inventivité du sculpteur, à l'inventivité donc de François Girardon. À partir de 1618, on va abandonner peu à peu tous ces thèmes mythologiques autour du roi Soleil. 1678, il faut rappeler que c'est la fin de la guerre de Hollande, la paix de Nimègue. C'est l'époque aussi où vont débuter les travaux de la Galerie des Glaces, la Galerie des Glaces qui va célébrer les grands succès politiques, économiques, artistiques du règne. Et côté jardin, la statuaire va exalter plus directement la figure royale, l'hégémonie de la France, comme on le voit notamment dans cette œuvre qui est très éloquente, la France triomphante, tout est dit, la France sur son char, sculpture en plomb doré, exécutée par plusieurs sculpteurs, Tuby, Coisevaux et Jacques Proux. En 1682, le gouvernement s'installe à Versailles. Et un an plus tard, à la mort de Colbert, Louvois devient surintendant des bâtiments et Louvois va impulser le renouvellement de la statuaire versaillaise, un renouvellement aussi de l'iconographie en vigueur. Ce sont les modèles antiques qui vont devenir la référence absolue à ce moment-là. On va procéder à de très nombreuses copies
des œuvres antiques qui étaient conservées dans les collections romaines, notamment dans les collections papales. On va faire travailler les pensionnaires justement de l'Académie de France à Rome, hein, et toutes ces copies seront placées dans les jardins de Versailles, Versailles qui devient un véritable musée à ciel ouvert. J'en viens pour terminer à l'évolution de la sculpture dans les dernières années du règne, dernières années qui consacrent, vous allez voir, un certain assouplissement dans les thèmes comme dans le traitement de ces sculptures. On note de toute façon un changement de goût général, hein, aussi bien en peinture, dans les arts décoratifs et dans la sculpture, au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles. On peut dire que l'art du grand siècle, cet art très noble, très éloquent, parfois un peu pesant, va faire place à un art beaucoup plus aimable, beaucoup plus léger. À Versailles, le programme apollinien est abandonné à la fin des années 1690. Et il y a cette phrase de Louis XIV qu'il prononce à l'égard de son architecte, Jules Hardouin-Mansart, à propos de la ménagerie qu'il fait bâtir à la toute fin du XVIIe siècle. Louis XIV dit ceci: « Il faut de l'enfance répandue partout ». Et effectivement, on va voir se répandre une multitude de petits amours joyeux, potelés, des petits amours qui s'amusent ensemble, qui jouent avec des tritons, etc. Des petits-enfants qu'on va retrouver aussi bien dans les jardins du Grand Trianon, qu'on retrouve dans ce groupe absolument délicieux du Bassin des enfants, groupe sculpté en plomb, qui était d'ailleurs tout récemment restauré et redoré. Et cette veine gracieuse, cette veine légère, poétique, on va l'observer surtout dans les sculptures des jardins de Marly. Le château de Marly, c'est le dernier grand chantier du règne de Louis XIV. C'est une demeure de plaisance, une demeure plus intime que celle de Versailles. Et c'est un château où le roi prendra beaucoup de plaisir. Il s'y rendra très régulièrement avec une partie de sa cour plus restreinte. Et au début du XVIIIe siècle, les sculptures commandées pour Marly vont se dégager peu à peu de la majesté de la sculpture versaillaise. Toutes ces œuvres vont aller vers davantage de souplesse, vers davantage de liberté, vers des dimensions aussi qui sont moins imposantes, moins colossales. On le voit à travers ces quelques exemples. L'Antiquité demeure une référence, mais c'est une Antiquité revisitée, une Antiquité beaucoup plus gracieuse. On voit apparaître des corps très sensuels, des corps tout en sinuosité, des corps en mouvement, qui sont plus naturels, qui sont des silhouettes aussi qui sont plus dansantes, qui sont beaucoup plus virevoltantes, et des attitudes, des visages aussi plus enjoués et plus gais. On en a notamment un très beau témoignage avec ce qu'on a appelé les coureurs de Marly, ces sculptures de personnages comme ça en train de courir, de bondir, qui étaient placés sur les bassins des carpes à Marly. On a deux couples, Hippomène et Atalante, et puis Daphné et Apollon. 3 d'entre eux ont été sculptés par les frères Coustou, qui étaient les neveux d'Antoine Coisevaux, dont nous avons parlé tout à l'heure. Ce sont vraiment des statues tout à fait remarquables, qui ont le dynamisme, l'impétuosité du baroque, mais je dirais qu'ils n'en ont pas la puissance dramatique. Hein, et c'est sans doute ça qui fait la différence avec les œuvres dites baroques qu'on a pu voir précédemment. Ce qui fait leur spécificité ici, eh bien, c'est cette élégance gracile, c'est leur vivacité, c'est la vérité du mouvement, c'est la souplesse, la finesse, la légèreté des drapés. Autant de caractéristiques qui participent déjà de l'esprit rocaille, cet esprit qui va dominer les arts et les arts décoratifs durant la première moitié du XVIIIe siècle. Donc vous voyez que
la sculpture Louis XIVienne n'est pas du tout uniforme, c'est une sculpture qui a combiné plusieurs influences, c'est une sculpture qui évolue dans le temps, et on voit se déployer, si je puis dire, 3 types d'écriture. Une écriture que je qualifierais de classique, plus stable, plus mesurée, bâtie sur des lignes de force très nettes, horizontales, verticales. Une écriture plus baroque, plus dramatique, plus héroïque, construite sur des diagonales puissantes à la Puget, avec des corps en tension, des drapés comme ça plus tumultueux, plus creusés. Et puis enfin, une écriture rocaille qui multiplie les jeux de courbes, les contre-courbes, sculpture qui recherche davantage l'agilité, la souplesse et une certaine vérité de l'instant. Quoi qu'il en soit, la sculpture a été l'un des instruments du discours officiel Louis XIVien, un instrument destiné à impressionner les visiteurs, parfois à les surprendre, mais surtout à affirmer les ambitions d'un royaume qui brillait à ce moment-là dans tous les domaines et qui est devenu, à la fin du XVIIe siècle, la nouvelle patrie des arts et un modèle pour l'ensemble de l'Europe.